PPP, vous avez finalement deux emprunteurs, je caricature un peu le propos, mais en tout cas, vous avez deux contreparties, l'entreprise et la collectivité. Dans certains cas, ça peut donner des résultats intéressants. Et puis, vous avez un sous-jacent, vous avez un actif. Quand vous prêtez de l'argent à une collectivité en PPP, vous savez ce que vous financez, vous savez comment, et en principe, vous savez surtout comment l'objet va être entretenu sur la durée. Ce qui évidemment n'est pas le cas lorsque vous financez par emprunt une collectivité. Le fléchage est moins identifié et surtout, vous n'avez aucune garantie que l'actif que vous allez financer sera entretenu, sera maintenu en l'état et qu'il n'y aura pas la nécessité au bout de 10 ans de reconstituer l'actif. Donc c'est une raison qui milite en faveur d'un financement plutôt un peu moins cher en PPP qu'en emprunt budgétaire direct. Surtout en PPP, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, on est dans un système où on a en fait un seul contrat au lieu d'en avoir plusieurs. Je veux financer un investissement, je vais conclure un emprunt, puis un ou plusieurs contrats pour la conception et la réalisation, et puis ensuite je vais externaliser tout ou partie de l'exploitation technique. Aujourd'hui, il y a très peu de communes qui exploitent en régie complètement l'exploitation technique bâtimentaire du patrimoine communal. C'est assez rare. Donc, au lieu de passer plusieurs contrats, et bien sur un objet, sur un actif ou sur une série d'actifs, si je suis en réhabilitation, je vais avoir un seul contrat qui va regrouper l'ensemble des contrats. Et normalement, cette simplification permet de retirer des coûts d'intermédiation, donc de diminuer le prix global, le coût global de l'opération. Et puis deuxièmement, permet aussi d'avoir des garanties supérieures. C'est là qu'il y a un piège. C'est là qu'on a l'impression, facialement, que les PPP peuvent être plus chers. C'est qu'en PPP, les collectivités sont très exigeantes sur les garanties, notamment en matière de maintenance. Donc quand une collectivité, quand un maire passe un PPP, il est extraordinairement exigeant sur les garanties que l'entreprise, que l'industriel va lui donner sur la pérennité de son équipement. Et ça coûte très cher, parce que quand je veux une garantie de résultat et retrouver mon bâti dans 20 ans exactement dans l'état où il est au moment où on le construit, ça coûte un peu d'argent parce qu'il va falloir l'entretenir, le réhabiliter, périodiquement avoir des campagnes de GER. Ce qu'on constate quand même, c'est que dans le patrimoine des collectivités, et plus encore dans celui de l'État, cet entretien et cette maintenance n'est pas exactement exercée au même niveau que lorsqu'elle est exercée en direct. Et là, je suis plutôt dans l'euphémisme. Si on prend le patrimoine des universités ou le patrimoine de la défense, il y a tous des pans entiers de patrimoine qui ne sont juste ni maintenus ni entretenus. Donc, évidemment que ça coûte moins cher de ne pas entretenir sa maison que de prendre une garantie de résultat qui va aboutir au fait, au bout de 20 ans, de retrouver sa maison dans le même état que celui où on l'a acheté. Ça, évidemment, ce n'est pas le même prix. Mais on compare des choses qui sont juste incomparables. Donc, si on veut être sérieux, il faut revenir à des périmètres de comparaison qui soient les bons. Pour autant, je ne suis pas en train de dire que le PPP c'est la panacée, que ça va avoir vocation à remplacer tous les autres modes de commande publique. C'est surtout pas ça. C'est simplement un moyen de raccourcir et de contracter l'ensemble d'une commande qui va du financement à la maintenance, et puis aussi d'avoir une garantie de maintenance de son patrimoine, ce qui est plus difficile à obtenir quand on est en maîtrise d'ouvrage public. Pour finir, et vous parliez, et je terminerai là-dessus, des contrats de partenariat qui ont défrayé la chronique, et j'ai à ma gauche un confrère et un industriel qui ont eu l'occasion de défendre certaines positions, y compris à la télévision. Là, je pense qu'il faut être très très clair là-dessus, et c'est peut-être plus difficile pour d'autres que pour moi qui suis un peu extérieur, en tout cas sur certains de ces sujets. Ce qu'on constate, c'est que soit ce sont des opérations qui ont été mal préparées, on ne monte pas un projet comme un nouveau campus en 6 mois, ça n'est pas vrai. Or, il y a eu un effet d'aubaine sur le financement des campus, et comme il y a eu un effet d'aubaine, on a voulu aller très vite et trop vite. C'est exactement la même chose d'ailleurs sur le plan hôpital. Donc, on a mal programmé les opérations, on a mal déterminé, exprimé les besoins, et on est arrivé à des opérations qui ont été montées trop vite, des contrats qui ont été signés trop vite. Et évidemment, quand vous signez trop vite un contrat et sans prendre toutes les précautions, et qu'en plus vous avez mal défini vos besoins, en général, vous avez de mauvaises surprises au moment de l'exécution. Ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, plus nuancée, s'agissant des plus grosses opérations, mais on parle d'opérations qui ne sont pas celles que les collectivités portent en général et qui ne constituent surtout pas la majorité des PPP en France. C'est une toute petite minorité. Il y a un certain nombre d'actifs
comme des grands centres hospitaliers ou comme des campus universitaires, qui peut-être ont besoin, lorsqu'on veut les réaliser quasiment ex nihilo ou les réhabiliter entièrement, de modèles contractuels un peu différents. Il y a des tentatives qui ont été faites dans le secteur aéroportuaire, il y a des tentatives qui ont été faites dans le secteur universitaire à Bordeaux notamment. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être adapter maintenant le cadre législatif français, ce qu'on appelle les partenariats publics-privés institutionnalisés, où il y a partage de la gouvernance, plus grande évolutivité. Bon, ce sont des systèmes plus complexes qui là sont réservés à mon sens à des infrastructures de grande ampleur, à des projets très ambitieux, d'intérêt national probablement, ou moins régional pour la plupart. Et d'ailleurs, on voit que c'est dans le secteur portuaire, aéroportuaire ou dans le domaine universitaire, peut-être hospitalier, que ces systèmes-là mériteraient d'être développés. Faut-il encore que le droit français s'adapte au droit européen à ce niveau-là, ce qu'on appelle, voilà, ce qu'on appelle de nos voeux, et c'est encore loin d'être fait aujourd'hui. Il y a eu des tentatives, des propositions de loi. On sait que la Fédération des EPL porte notamment, avec la Caisse des dépôts, des propositions en la matière. On verra si elles aboutissent. Pour l'instant, ça reste des schémas très compliqués à mettre en œuvre, et dont la légalité pourrait d'ailleurs prêter à discussion dans la mise en œuvre actuelle.